Okay, so welcome back. Now we have the pleasure to welcome. Bienvenue. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Fanny Guédon, qui est la directrice du bureau londonien du groupe Brunswick. Elle conseille les institutions culturelles et les entreprises sur des problèmes critiques et sur la responsabilité sociale d'entreprise. Elle va parcourir avec nous la manière dont les institutions culturelles peuvent opérer une bascule de passer d'une mission culturelle à une mission culturelle et sociétale. Donc, de quelque chose qui vient de la participation à l'impact et pourquoi la raison d'être est absolument cruciale. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. Comme je travaille avec des institutions et des entreprises partout dans le monde, donc du British Museum jusqu'à Abu Dhabi. Donc aujourd'hui, comme je le fais souvent avec mes clients, je vais vous montrer comment nous définissons leur raison d'être. Donc nous allons regarder trois choses: ce qu'est la raison d'être et pourquoi cela compte véritablement. Qu'est-ce qui fait que l'institution est menée par son impact et ce que cela veut dire de mener avec une raison d'être. Donc, qu'est-ce que la raison d'être et pourquoi est-ce que ça devrait compter pour nous en tant qu'institution? La raison d'être, c'est votre raison d'exister dans le monde et c'est le rôle que vous voulez jouer dans la société. Donc, c'est vraiment votre engagement pour livrer de la valeur sociale en plus de la valeur que vous délivrez déjà avec votre institution ou votre activité professionnelle. Donc, un peu de complexe. De l'inégalité au changement climatique, le monde fait face à beaucoup de problèmes et ces problèmes sont là pour durer. Le changement climatique et l'inclusion et la diversité sont ce qui sont pour l'instant importants. Et si vous trouvez une institution qui n'est pas inquiète de ces trois sujets, je serais ravie de l'entendre après ceci. Donc, que ce soit des associations et des institutions culturelles, on leur demande de mener leurs actions avec une raison d'être. Et aujourd'hui, pas demain. Et c'est parce qu'avec la pandémie, nous avons vraiment vu ces inégalités et ces problématiques être exacerbées de manière massive. De plus en plus, et très simplement, cela veut dire que pour donner de la valeur sociale, en 2019, ICOM a fait une définition pour les musées et l'an dernier, ils ont trouvé une définition qui n'a pas été vraiment approuvée encore. Ils ont dit que le musée pourrait être une institution inclusive et démocratisante qui contribue à l'égalité et à la justice sociale. Donc, les institutions essayent déjà de fournir de la justice sociale. La Wellcome Connection a un curriculum intéressant sur la justice sociale, mais ce n'est pas juste concernant le secteur culturel, c'est pour la société aussi. Et les entreprises font vraiment attention à ceci, surtout dans tout ce qui est RSE, ainsi que la gouvernance d'entreprise. La raison d'être, ce n'est pas juste des mots, c'est quelque chose qui devrait informer tout ce que vous faites ou ne faites pas, toutes les décisions que vous prenez en tant qu'institution. Maria Bolshoi, qui est la directrice de la Tate Gallery au Royaume-Uni, a dit que la manière dont vous communiquez votre message vers l'extérieur compte véritablement, mais ce n'est pas suffisant. Et avec une raison d'être, vous devez vraiment basculer toutes vos actions et toutes vos décisions à travers toute l'organisation pour véritablement pas juste parler, mais montrer par les faits. Et ce n'est pas juste une raison d'être qui est une mascarade de mots. Si c'est fait correctement, ça amène vraiment un impact social et ça aide les gens à y parvenir. La pratique sociale dont Art et Susan Lacey a parlé dans le New York Times amène donc les institutions à être de plus en plus derrière le changement social. L'Association américaine des musées a demandé aussi si les citoyens
pouvez recommander des actions par les institutions et ils le font seulement si c'est en ligne avec leur raison d'être parce qu'il y a une authenticité et une véracité là derrière. Comment est-ce que nous arrivons à ce stade? Ici, vous avez une image de canapé qui se trouve dans le musée de Londres parce que la méthodologie que j'appelle depuis des années, j'appelle ça la psychoanalyse de l'organisation en regardant quels sont les facteurs internes et externes qui font de nous qui nous sommes et qui nous amènent à faire ce que nous faisons. Cela veut dire commencer par votre état d'esprit. Ici, je veux dire que la plupart des institutions parlent d'elles-mêmes et en termes de ce qui entre et ce qui sort, c'est-à-dire qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi ça compte pour l'institution et des études de cas de vos activités et de vos programmes. J'aimerais basculer votre vision sur la raison pour laquelle nous le faisons, pourquoi cela compte pour le monde autour de nous en pensant aux problématiques dont nous avons parlé et comment nous amenons cette valeur sociale pour être aux côtés de la valeur financière que vous livrez déjà. Je commence avec la proposition en elle-même. Qu'est-ce que nous voulons changer dans le monde? Et je regarde deux étapes différentes. La première est l'environnement externe dans lequel vous opérez. Personne n'existe dans un vide. Et donc, vous devez vous assurer que votre proposition résonne avec le monde qui vous entoure, parce que cela doit s'adresser à votre auditoire et aux parties prenantes avec lesquelles vous travaillez, ainsi que les communautés où vous êtes présent. Et pour comprendre et aller au fond de ceci, je regarde vos pairs, je regarde aussi les conversations dans les médias sur les sujets. Quelles sont les tendances dans l'industrie, quels sont les derniers développements du secteur, juste pour cartographier d'où vous venez et quel est le contexte. La deuxième partie est une analyse plus introspective de l'organisation et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Afin de faire ceci, donc je parle à vos leaders, à vos partenaires, aux personnes dans les conseils d'administration qui ont une perspective intéressante. Je regarde vos stratégies, vos rapports et les données qui sont disponibles, qui sont analysées pour me donner une vision plus globale de où vous en êtes. Une fois que nous avons fait cette recherche, nous avons véritablement la colonne vertébrale de ce que devrait être votre raison d'être. La raison pour laquelle je fais toute cette recherche, c'est pour m'assurer que l'histoire que vous allez raconter est à la fois véridique et crédible parce qu'elle s'inscrit dans ce que vous avez fait et dans vos ambitions à venir. Ce n'est pas quelque chose qui existe ex nihilo. Si il n'y avait que ça, ce serait vide. L'étape suivante, c'est d'inscrire ça dans toute l'organisation. Nous parlons autant de vos programmes, de vos politiques, de vos collaborateurs, de vos contenus, de vos réseaux, de tout ce à quoi vous pouvez penser à travers toute l'institution. Ça ne va pas changer en un jour. Je travaille avec des clients qui ont des programmes sur de multiples années pour y arriver, mais c'est important de surveiller, d'évaluer le progrès. Et parfois, on devrait reconnaître qu'il faut adapter afin de s'améliorer et d'innover quand vous voyez un terreau fertile pour une croissance de l'institution ou pour un changement. Donc ça, c'est la théorie et je voulais vous montrer une étude de cas pour véritablement vous montrer ceci. Je ne peux pas utiliser une étude de cas d'un client parce que tout le travail que je fais avec eux est confidentiel. Donc, j'ai inventé un musée qui n'existe pas, qui se retrouverait à Paris, qui n'existe que dans mon imagination pour l'instant. C'est le musée de l'amour au premier regard. Quand j'ai commencé à travailler avec ce musée, leur mission et leur vision étaient tellement concentrées sur qui ils sont et la collection de personnes qui tombent amoureux à Paris et partout dans le monde et la manière dont ils sont arrivés. Donc, ils ont des expositions et des événements pour montrer des histoires d'amour de personnes à travers les siècles et les sentiments en se concentrant sur la première étincelle qui a tout démarré. Si c'est trivial pour vous, c'était trivial pour moi aussi au départ. Et puis, notre recherche a montré que c'est vraiment très sérieux tout ça. Et nous avons des problématiques de positionnement avec l'organisation. Tout d'abord, l'amour est une question de survie.
Donc, enlever l'amour, que ce soit à la naissance ou dans votre âge mûr, peut vraiment impacter votre vie négativement. Donc, tout le monde n'est pas amoureux. Il y a des communautés de personnes qui ignorent l'amour. Et puis, il y a aussi des communautés comme les incels ou les femcels qui ne sont pas là-dedans. Et troisièmement, nous avons une crise existentielle parce que les gens ne tombent plus amoureux au premier regard maintenant. Ils tombent amoureux sur leur téléphone et donc même le nom est peut-être obsolète. Donc, nous avons essayé de faire basculer le musée de ce qu'ils font à quelque chose qui est plus inclusif, plus divers et plus ancré dans ce qui se passe dans le monde et dans la conversation sociale que tout le monde a autour de l'amour. Et on est atterri sur être un espace créatif pour tout le monde, explorer tous les types d'amour, pas juste l'amour romantique, travailler avec les communautés pour s'assurer que toutes les communautés ressentent l'amour ou se sentent aimées, et finalement regarder l'amour en tant qu'un droit humain fondamental. Et ça, c'est la base du combat de cette institution au sein de sa communauté. Et donc, nous avons cette raison d'être qui est qu'ils sont un espace créatif pour tout le monde, pour ressentir, explorer et expérimenter l'amour sous toutes ses formes. L'amour est un droit humain fondamental parce que nous en avons besoin pour vraiment nous développer en tant qu'individu, en tant que communauté et en tant que société. Et on n'y arrivera pas jusqu'à ce que tout le monde se sente aimé ou aime. Donc, ça peut paraître un peu nunuche, mais regardons un peu les programmes que nous avons faits pour mettre ces mots en action. Nous avons fait un partenariat avec l'Association pour les réfugiés Choose Love. Nous avons aussi un partenariat avec l'application Bumble pour la programmation le soir dans le musée pour que les jeunes puissent retomber amoureux au premier regard à nouveau. Nous avons travaillé aussi avec Harvard Medical Review pour faire une recherche sur les communautés autour de nous et les biais que tout le monde rencontre par rapport à la solitude et au fait de tomber amoureux, et pour voir comment le musée travaillait avec sa communauté. Et nous avons aussi concentré le programme de l'école sur ce concept pour équiper les jeunes et les enfants pour avoir la confiance de prendre des décisions dans leur vie à travers ce prisme. Donc, après avoir testé certains de ces programmes, nous avons eu des résultats qui nous ont montré que l'impact, la réputation et le leadership du musée avaient augmenté. 100% des jeunes et des enfants avaient compris le concept de ce consentement. Le Financial Times a fait une interview avec le directeur à la Saint-Valentin pour demander comment l'amour devrait être considéré comme un droit humain fondamental. Et Le Monde a parlé du travail fait avec les seniors pour s'assurer qu'ils se sentent moins exclus à Paris. Ils ont aussi fait une campagne expérimentale avec des panneaux annonceurs partout dans la ville en disant « Qui avez-vous aimé ?» donc pour amener les gens vers l'exposition. C'est un projet que j'ai fait avec un collectif aux États-Unis. Donc, je ne pouvais pas vous montrer véritablement d'études de cas, mais c'est absolument en ligne avec le type de ressources que je mets en place quand je travaille avec des clients. Donc, voici le type de travail que j'ai fait sur comment vous y arrivez. Je sais que c'est beaucoup à comprendre en 15 minutes parce que c'est un processus qui prendrait de nombreux mois dans le travail que je fais, beaucoup d'années pour mettre en place et ça va peut-être prendre 2 ans pour arriver à cette interview avec le Financial Times. Donc, il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, et cette idée, c'est que ça commence avec cet engagement qui est la direction pour apprendre pour l'institution où vous allez vous concentrer pour
avoir votre valeur culturelle, financière et sociale. Et ce sera ça votre raison d'être. Merci beaucoup, Fanny. Je pense que nous avons hâte de visiter ce musée de l'amour au premier regard et j'aimerais vraiment qu'une ville quelque part dans le monde crée ça très vite. Thank you very much. Okay, so you've been talking about the process. Vous avez parlé du processus et c'était très intéressant, mais j'ai une question pour vous. Cela semble crucial à mes yeux que les parties prenantes internes comme votre conseil d'administration ou vos employés adhèrent véritablement à vos projets. Comment est-ce que vous faites en sorte qu'ils adhèrent à votre projet dès le départ de ce projet de raison d'être et comment est-ce que vous faites en sorte qu'ils restent, qu'ils continuent à adhérer au fil du temps? Il y a une réponse rapide et une réponse plus longue. La plupart du temps, ces projets sont demandés par le conseil d'administration ou l'équipe de leadership parce qu'ils les veulent. Mais par rapport au projet en lui-même, les parties prenantes internes jouent un rôle. Elles font partie des participants pour la recherche en termes de l'information qu'ils nous donnent pour véritablement avoir ces perspectives. Donc, ils ont la possibilité de se faire entendre à travers un processus. Donc, bien souvent, c'est comme ça que vous générez de l'enthousiasme concernant le projet. Ce sont aussi les preneurs de décision. Avec mon équipe, je vais rédiger une nouvelle raison d'être pour l'institution, mais ça doit être approuvé et ça doit être quelque chose qui est en adéquation avec l'organisation. Ça veut dire qu'au fur et à mesure des différentes itérations, je teste ceci avec certains groupes de focus ou certains publics et ils sont très impliqués dans ce processus itératif. Ensuite, ils deviennent un public en tant que tel parce que nous devons lancer la nouvelle version de qui est l'institution. Donc, ils ont besoin d'avoir donc cette bascule pour tout le monde de manière interne pour parler donc de la nouvelle institution ou de sa nouvelle expression. Et c'est quand ils deviennent un public, parce que vous devez vous assurer que tout le monde adhère à ce que vous lancez, parce que sinon, vous ne pouvez pas aboutir à la deuxième partie, qui est que tous les services mettent en place les implications stratégiques de ceci, qui est de revoir tout leur processus, leur politique, leurs actions, afin d'aboutir vraiment à ce changement. Sinon, ça va être vraiment resté au niveau très en surface, même si le conseil d'administration adhère. Vous devez avoir vraiment une institution où tout le monde va travailler en atelier sur comment arriver à ceci. Et je pense que c'est un des différents aspects sur comment embarquer les gens là-dessus. Avons-nous des questions du public, peut-être? Est-ce que vous avez une question en anglais ou en français? Merci beaucoup pour votre présentation. C'était un peu en contraste avec les présentations que nous avons eues ce matin du musée de Londres, mais la dynamique intéressante et je travaille comme consultante, donc je comprends cet aspect de confidentialité parce que je sais que tous les musées essayent d'inventer ces trous, mais d'un autre côté, la raison d'être est quelque chose de sociétal, de diversité, de partage. Comment est-ce que ça fonctionne dans les commissions? Donc, quand je parle de confidentialité, je voulais dire que
C'est à l'institution d'aller vers le monde et d'exprimer le travail que nous avons fait ensemble en tant que consultants. Le processus en lui-même est confidentiel. Je ne peux pas mentionner à qui j'ai parlé et le type de document que j'ai regardé parce que ce processus est ce qui se trouve au sein de l'institution. Je ne peux pas vous montrer. Je peux vous montrer le paysage, vous montrer comment certaines conversations sont pertinentes. Donc, j'ai travaillé avec la connexion Welcome sur le colonialisme et sur des sujets très actuels. Mais une fois que c'est fait, ça va être montré dans le monde et ce n'est pas à moi de publier tout ceci. Merci. Avons-nous d'autres questions? Fanny, j'ai juste une dernière question. Est-ce que ce n'est pas juste de la communication, du mission washing ou pas? Effectivement, je pense que c'est une bonne question. C'est un risque qui est parmi les plus importants. Si les gens se sentent déconnectés de l'institution, si ce n'est pas particulièrement spécifique, si vous pouvez seulement montrer les mots mais pas les actions, à ce moment-là, c'est ce que c'est. Et c'est important de mentionner que l'autre partie que vous n'avez pas vue aujourd'hui, c'est qu'une fois que vous avez cette proposition sur comment vous faites les choses dans le monde, c'est important de montrer votre théorie du changement. Beaucoup d'associations le font. Quel est le parcours de transformation pour eux, à quoi ça ressemble et quels sont les indicateurs de performance ou les métriques ou peu importe comment vous les appelez dans votre institution. Mais le risque va être la communication, comme pour toute compagnie ou gouvernement ou institution. Si les politiques ne suivent pas, c'est clair. Merci beaucoup, Fanny. Merci, c'était très inspirant et très utile, je pense. Nous allons poursuivre dans quelques minutes.